Aujourd'hui, je vais vous parler de César. Mais avant cela, répondons aux questions des épisodes précédents. La première question était quel mot tiré du nom latin désignant le peuple, la plèbe, s'emploie lorsqu'une décision est approuvée par le peuple ou un très grand nombre de gens? Eh bien, le mot qu'il fallait trouver est plébiscite. Vous avez peut-être déjà entendu le verbe plébisciter quelque chose. Ça veut dire que la majorité des personnes sont d'accord avec. Et enfin, l'autre question que je vous posais, c'était le fait que le mot carthaginois se dise en latin carthaginienses ou poeni. Est-ce que ça pouvait vous donner une idée du nom que l'on donne aux guerres qui opposent les Romains aux Carthaginois? Alors peut-être que certains d'entre vous ont trouvé, ce sont les guerres puniques, qui vient du latin poeni. Alors parlons aujourd'hui de César. Jules César est le plus célèbre homme politique de la Rome antique. Contrairement à ce que l'on croit souvent, il n'a jamais été empereur. En revanche, il a été l'homme le plus puissant de son époque, au point de devenir un personnage presque légendaire. Né en 100 avant Jésus-Christ, il prétendait descendre du fils d'Énée, Iule, et donc de la déesse Vénus elle-même. Au début de sa carrière, il se met au service du général Pompée. Il est consul en 59 avant Jésus-Christ, mais il va se lancer en Gaule dans une grande campagne de conquête jusqu'en 51. La Gaule devient alors romaine et la gloire militaire lui est acquise. Après une période de gouvernement avec Pompée, il décide de s'opposer à lui. Il franchit le Rubicon, rivière qui forme la limite du territoire de Rome, avec toute une armée, ce qui est interdit et montre ainsi sa détermination à prendre le pouvoir. C'est le début de la guerre civile entre Pompée et César. Mais ce dernier l'emporte rapidement. Pompée est poursuivi jusqu'en Égypte, où il est assassiné par traîtrise. Désormais nommé dictateur, César continue ses conquêtes et réussit à venir à bout des partisans de Pompée. Il prend le parti de Cléopâtre contre son jeune frère Ptolémée, alors pharaon d'Égypte. À la mort de ce dernier, il impose celle qui est devenue sa maîtresse comme reine d'Égypte. Il aura un fils avec elle, mais repartira à Rome. Sa puissance devient alors considérable. Il limite le rôle du Sénat en nommant la plupart de ses membres et en réduisant leur pouvoir. Il met en place de nombreuses réformes et organise la vie à la romaine dans les provinces conquises. C'est lui aussi qui fait modifier le calendrier romain en organisant l'année sur 365 jours, un quart. Enfin, il commence de vastes projets d'aménagement de Rome. Cependant, cette puissance fait craindre aux Romains le retour d'une royauté dont ils ne veulent plus. De nombreux sénateurs, dont le fils adoptif de César, Brutus, vont comploter pour organiser l'assassinat du chef d'État. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, en plein Sénat, César est poignardé à mort par plusieurs d'entre eux. Le moment où César revient en Italie a donné lieu à une expression, franchir le Rubicon. Ça veut dire prendre une décision définitive. C'est exactement ce qu'a fait César quand il a décidé de prendre le pouvoir à Rome. Il a bravé l'interdiction et montré sa détermination à conquérir cette cité. À votre avis, faut-il braver les interdits pour réussir? Si César n'avait pas osé franchir le Rubicon, il ne serait jamais devenu le célèbre homme d'État que l'on connaît encore aujourd'hui. En prenant le risque d'affronter ses adversaires malgré les interdits, il s'est montré maître de son destin. A-t-on le droit de transgresser tous les interdits pour parvenir à ce qu'on souhaite? Prenons un exemple. Pour accomplir son destin, il est parfois nécessaire de braver les interdits. Ainsi, Victor veut devenir pâtissier, mais ses parents refusent qu'il apprenne ce métier. Ils estiment qu'il manque d'ambition et souhaiteraient le voir avocat. Or, Victor n'est absolument pas intéressé par le droit. Finalement, il leur tiendra tête et exercera le métier qui lui plaît vraiment. Un autre exemple. Passionné d'alpinisme, Julien ne se contente pas d'un mur d'escalade. Le voilà qui s'entraîne sur sa propre maison en passant par la fenêtre pour gagner les étages supérieurs puis le toit. Il espère ainsi persuader ses parents qu'il est capable de se débrouiller dans des conditions extrêmes. Il oublie cependant que la maison n'est pas conçue pour être escaladée ainsi, il n'a pas de protection et s'il tombe, il risque de se tuer. Pour conclure, on peut dire que les interdits n'ont pas pour seul but de nous léser. Certains sont nécessaires pour assurer notre sécurité. Mais quand ces interdictions ne sont pas justifiées et nous privent de liberté sans raison valable, rien ne devrait nous empêcher de les transgresser pour nous accomplir.
Pour en revenir à César, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous demande de trouver 2 noms issus de César. En latin, ça se disait Caesar. Le premier nom est donné à l'empereur d'Allemagne à la fin du 19e siècle. Est-ce que vous savez quel est le titre officiel que porte l'empereur d'Allemagne à la fin du 19e siècle? Et le deuxième nom que je vous demande de trouver, c'est le titre donné à l'empereur de Russie. Ces 2 noms sont forcément fabriqués sur le mot Caesar en latin, donc c'est des mots qui ressemblent un petit peu à Caesar. Donc d'abord me donner le titre officiel de l'empereur d'Allemagne à la fin du 19e siècle, et ensuite celui de l'empereur de Russie. Pendant que vous réfléchissez, je vous parle un petit peu des jeux du cirque ou de l'amphithéâtre. À Rome, nombreux sont les jours de fête. On en compte environ 200 chaque année qui sont souvent l'occasion de spectacles au cirque, comme les courses de chevaux, ou dans l'amphithéâtre, pour les combats d'animaux ou de gladiateurs. Ces fêtes sont données en l'honneur des dieux, mais aussi des hommes, politiques ou militaires, qui souhaitent célébrer une victoire ou simplement faire parler d'eux. C'est un moyen d'occuper l'attention de la population et de l'empêcher de comploter contre le pouvoir en place. Le Circus Maximus, le cirque Maxime, qui se trouve à Rome, pouvait contenir près de 200 000 spectateurs. Il avait la forme d'un rectangle allongé. On y assistait à des courses de chars. Les attelages s'affrontaient sur une piste de 1200 mètres qu'ils parcouraient 7 fois. À chaque extrémité se trouvait une borne à contourner à toute vitesse sans se déséquilibrer ni heurter les concurrents, ce qui était difficile. Ces attelages étaient constitués le plus souvent de 4 chevaux, des quadriges, et chaque conducteur, l'aurige, avait sa couleur, rouge, bleu, blanc ou vert. Les spectateurs pariaient selon la couleur qui avait leur préférence. Les meilleurs auriges pouvaient devenir riches et célèbres, s'ils ne mouraient pas lors d'une course sur leurs chars instables. Les combats d'animaux ou de gladiateurs avaient lieu dans des amphithéâtres, dont le plus célèbre est le Colisée à Rome. Dans cette enceinte de forme ovale que l'on appelle aussi une arène, se déroulaient des affrontements entre des bêtes sauvages diverses et surtout entre des hommes armés de manière différente. Les adversaires étaient tirés au sort, les spectateurs pariaient sur leurs champions et les luttes pouvaient se poursuivre jusqu'à la mort de l'un des combattants. C'était aussi l'occasion d'exécuter des condamnés à mort de manière spectaculaire. La plupart de ces manifestations s'accompagnaient de distributions de nourriture ou de présents divers, ce qui contribuait à leur très grande popularité. L'expression « entrer dans la fosse aux lions » signifie affronter un important danger. Elle rappelle le sort des malheureux condamnés à mort qui, dans l'arène, pouvaient être livrés sans défense à des lions affamés. Peut-on, selon vous, accepter toutes sortes de spectacles? Au cirque comme à l'amphithéâtre étaient présentés des spectacles particulièrement appréciés. Pourtant, ils se caractérisaient par une grande violence que certains Romains croyaient nécessaire pour éduquer leur esprit. Mais ce genre de spectacle n'est-il pas au contraire dangereux pour l'équilibre mental? Les jeux de l'arène étaient remarquables par leur brutalité. On n'hésitait pas à tuer ou à faire souffrir atrocement des êtres vivants pour le plaisir des spectateurs. Cette violence se voulait exemplaire. Chacun devait comprendre qu'il risquait le même sort s'il ne respectait pas les lois de la cité. On pensait donc qu'elle avait une valeur éducative. Le plaisir que l'on peut tirer de ce genre de spectacle n'est-il pas malsain? Assister sans émotion à la souffrance des autres et même s'en réjouir, cela prouve surtout que l'on manque de compassion et donc d'humanité. Face à une brutalité qui peut choquer, il est bon de préparer le spectateur à ce qu'il risque de ressentir. Des avertissements et des explications sont indispensables pour que le spectacle soit mieux compris et toléré, surtout du côté des plus jeunes. Certes, la violence est toujours présente dans notre société, mais elle n'est plus officiellement honorée comme elle l'était chez les Romains avec les jeux de l'arène. D'ailleurs, en latin, est-ce que vous savez comment on dit sable? C'est le mot arena qui signifie sable. Pourquoi ce nom a-t-il donné le terme arène, justement? N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses par le NT avec la messagerie Arsène. Et je vous donne rendez-vous demain pour un autre épisode et je vous donnerai les réponses aux questions d'aujourd'hui.